Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce 206e numéro de Que faire des mômes. Alors vous, je sais pas, mais moi j'avoue qu'entre les fermetures administratives de 22h à 6h du matin, les bars traités différemment des restaurants, Paris privilégié ou pas par rapport à Marseille et à la Guadeloupe, j'en perds mon latin. À ce rythme-là, je vais devoir organiser mes interviews secrètement dans les caves, à la bougie et en chuchotant. Attention, quand je parle de cave, c'est pas la cave à vin, mais la pièce de rangement, hein. Sans plus attendre, voici le sommaire de votre émission. Dans l'agenda de Que faire des mômes, focus sur les ballets français à découvrir le 15 octobre 2020 au Théâtre des Champs-Élysées. Dans la rubrique cinéma, coup de projecteur sur le film d'animation Les Trolls 2 tournée mondiale. Côté littérature, je vous présenterai ma sélection livres de la semaine. 3 livres ont attiré mon attention. Magic Fine Aventure à New York de Fanny Gordon et Une bouteille à la mer de Lénia Major aux éditions Slalom. Mais aussi Protégeons nos enfants des écrans, 10 conseils du groupe Parents Unis, pas de smartphone avant 15 ans de Marie-Alix Leroy aux éditions MAM. J'aurai le plaisir de recevoir en invité Adeline Goyot, maman poule et nounou d'enfer, à la fois passionnée d'art et de lecture et fondatrice du blog et du compte Instagram Les Petits Cultivés. Xavier Figeac, créateur de l'Escape Game Le Secret des Templiers. Il nous livrera d'autres secrets sur les Templiers et surtout sur son nouvel Escape Game Grandeur Nature à découvrir en famille au château de Sarcheville à Bouville dans l'Essonne. Il y a quelques jours, j'ai rencontré Petit Ours Brun à l'avant-première du film Petit Ours Brun, le spectacle au cinéma, mais aussi Nadège, la productrice du spectacle, et Ned Grugic, le metteur en scène. Ils ont répondu tous les trois à mes questions. Tout de suite, dans Que faire des mômes, c'est votre rubrique agenda. Que faire des mômes? Qui n'a jamais rêvé de passer une soirée à écouter et regarder des solos et duos avec les meilleurs danseurs des compagnies de ballet? Eh bien, notez vite dans vos agendas la date du 15 octobre pour un rendez-vous exceptionnel au Théâtre des Champs-Élysées. Un rendez-vous qui sera également une soirée de solidarité à la danse française. En effet, en raison de la crise sanitaire, un bon nombre de spectacles avec des compagnies de ballet étrangères ont dû être annulés ou reportés. L'équipe de Transdanse a décidé de mettre en place une soirée de solidarité à la danse française. Une carte blanche a ainsi été donnée au Ballet National de Bordeaux, au Ballet de l'Opéra National de Lyon, à Kader Bellarbi pour le Ballet du Capitole de Toulouse et à Thierry Malandin pour sa compagnie Malandin Ballet Biarritz, afin que chacun d'entre eux présente un programme solo ou duo avec les danseurs de leur compagnie respective. L'idée est de leur offrir une tribune, une scène et de permettre au public de reprendre le chemin des salles et de se retrouver tous enfin autour de la danse. Une soirée pleine de diversité, joyeuse et optimiste. Foncez-y entre amis et en famille. Bon plan Que faire des mômes, 10 € pour les jeunes de moins de 26 ans. Seulement 300 places sont disponibles à ce tarif. Réservation obligatoire www.theatrechamps-élysées.fr. Donc Que faire des mômes à présent, c'est votre rubrique cinéma. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle du film d'animation Les Trolls 2 tournée mondiale. Après le succès du premier film sorti en 2016, ces drôles de petits personnages reviennent pour une nouvelle aventure. Un film américain réalisé par Walt Dorn et produit par DreamWorks Animation. L'histoire, Reine Barbe, membre de la royauté hard rock, aidée de son père Roy Trash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis, partent visiter tous les autres territoires pour unifier les trolls contre les barbes. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Poppy, viens vite! C'est très urgent! Les diamants, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir un bébé! Oh. Un troll hip-hop? Petit diamant, c'est bien moi. Sorti des cheveux de mon papa. Mon corps est fait de paillettes et je les jette dans ta face. Les Trolls 2, tournée mondiale, un film haut en couleurs et en musique à voir en famille au cinéma. À présent, dans Que faire des mômes, il est temps de découvrir ma sélection livres. Que faire des mômes? Les éditions Slalom vous proposent un roman fantastique pour les 8-12 ans, Magic Fine Aventure à New York de Fanny Gordon,
Aurore, Théo et Pierre sont élevés au pensionnat du vieux château sous l'autorité du terrible monsieur Langre, alias l'ogre. Un jour, alors qu'ils sont punis, ils découvrent l'existence de Fahim Kalindor, un magicien minuscule, et sa fidèle araignée Scotty. Le petit homme est désemparé, il lui manque des ingrédients pour terminer une potion magique. Heureusement, ses nouveaux amis sont prêts à l'aider dans sa quête, quitte à voyager à des kilomètres d'ici. Toujours chez Slalom, Lénia Major publie Une bouteille à la mer, un roman touchant, bourré d'humour et surtout d'ondes positives. Axel vient de trouver une bouteille à la mer. Elle appartient à Charline qui s'ennuie sur son île d'Ouessant. Un échange par mail commence entre les deux adolescents. Le ton léger de leur correspondance prend une autre dimension lorsque la jeune fille apprend qu'elle est atteinte de leucémie. Sa mère est effondrée, son père absent, sa seule bouée de sauvetage, Axel. Leur complicité explosive dresse un joyeux rempart contre la maladie et nous offre une lecture lumineuse, un livre à découvrir à partir de 13 ans. À présent, voici un livre pour tous les parents qui ne veulent pas faire de leur enfant un crétin digital. Devant les dangers des écrans mis en évidence par les neurosciences, en particulier du smartphone, chez les enfants et les adolescents, des parents se sont mobilisés pour s'unir et résister à la pression sociale commerciale du smartphone. Leur objectif, fédérer suffisamment de parents pour qu'au minimum 15 enfants par classe au collège n'aient pas de smartphone et casser ainsi la pression de l'inévitable, tout le monde en a un. Leur groupe Facebook rassemble plus de 9700 membres. Fruit de partage d'expériences de groupe, ce livre permet en 10 chapitres courts et pratiques de faire le point sur les dangers des écrans, pornographie, harcèlement en ligne, isolement relationnel, perte de temps au détriment des études, et donne des idées concrètes pour aider chaque parent à protéger son enfant et l'aider à développer son esprit critique pour utiliser les outils numériques en bonne intelligence. Protégeons nos enfants des écrans, 10 conseils du groupe Parents Unis, pas de smartphone avant 15 ans, de Marie-Alix Leroy, aux éditions MAM. Vous écoutez Que faire des mômes, j'accueille à présent Adeline Goyot. Bonjour Adeline Goyot. Bonjour Eric. Alors vous vous décrivez comme étant une maman poule, une nounou d'enfer et à la fois passionnée d'art et de lecture, et vous êtes fondatrice du blog et du compte Instagram Les Petits Cultivés. Adeline Goyot, comment est né ce blog Les Petits Cultivés ? Alors en fait c'était en 2014-2015, vu que j'adorais faire des sorties, j'adorais acheter tout plein de livres pour mon fils Mylène qui a maintenant 9 ans, et qu'en fait j'aimais beaucoup faire partager nos découvertes sur mon compte Facebook auprès de mes amis et de ma famille, et sur mon compte Instagram à l'époque. J'avais énormément de retours positifs en fait par rapport à ces échanges, et du coup je me suis dit que ce serait chouette de créer un blog sur lequel je pourrais partager toutes nos lectures, nos sorties culturelles, les films qu'on pouvait voir, les jeux qu'on pouvait tester, pour pouvoir en faire profiter tout le monde en fait. Oui, parce que vous partagez donc sur le blog et sur votre compte Instagram vos avis sur les sorties culturelles, les musées, le théâtre, vos lectures, et tout cela avec votre fils Myliane. Hein ? Oui, c'est ça, exactement, c'est tout à fait ça. Quel âge a Myliane ? Alors Myliane a eu 9 ans au mois de février. Est-ce que Myliane, par exemple, est plus critique que vous ? Ah oui, je pense que oui. En fait, finalement, moi, alors après, c'est parce qu'on n'a pas le même regard, mais moi, je m'émerveille en fait un peu de tout, et je pense que lui, pour le coup, est peut-être plus critique et va avoir peut-être certains détails que je n'aurais pas forcément vus en fait moi en tant que maman ou en tant qu'adulte en fait tout simplement. Donc c'est toujours très très positif en fait nos échanges suite à une découverte de lecture ou même à la sortie d'un spectacle ou d'un film. On échange beaucoup en fait sur ce qu'on vient de voir ou de lire. Comment dire, nos deux avis partagés donnent forcément quelque chose de plus constructif que si j'avais donné mon avis à moi toute seule en fait. Donc ça vous arrive à ne pas être d'accord du tout, c'est ça ? Alors du tout non, parce que finalement on est un peu, je pense qu'il est comme c'est mon fils, du coup on a quand même un petit peu les mêmes goûts et un peu voilà, je lui demande toujours son accord en fait finalement avant qu'on découvre quoi que ce soit, ne serait-ce que pour le théâtre ou les musées. J'aime bien qu'il soit partant en fait pour qu'on puisse y aller, parce que sinon je me dis que voilà, ça vaut peut-être pas forcément le coup qu'on y aille. En général, je vise juste, et quand j'accepte un partenariat ou quand on va découvrir une exposition, je suis à peu près sûre que ça va lui plaire. Mais des fois, en fait, en ayant découvert l'expo ou le spectacle, il y a certaines petites choses, certains petits détails qui me fait remarquer que moi, j'avais pas forcément vu. Et effectivement, je trouve ça plutôt juste. Après, c'est totalement constructif. Hein. Il y a jamais réellement de remarques très négatives, mais
mais finalement, ça reste formateur. Quelle est la dernière sortie que vous ayez faite? C'était le musée du Louvre. Oui. C'est un musée qu'on adore visiter parce qu'il est tellement grand que finalement, en une seule journée, c'est impossible de faire la totalité du musée. Et avec ce qu'on traverse en ce moment, du coup, on essaye de privilégier quand même des sorties en extérieur pour que voilà, ce soit sécurisé. Donc là, ça a été la sortie en intérieur, mais vu que c'était très grand pour le coup, ça allait très bien. Et sinon, c'est plutôt des fermes. Oui. On fait par exemple la ferme de Galie et sinon on a fait l'atelier des Lumières parce que c'est un espace qui est très très grand, donc pour le coup niveau sécurité je trouvais ça plutôt pas mal pour les enfants. Quel est votre meilleur souvenir passé avec Miliane justement? Oh, écoutez, il y en a plein, mais je crois que celui qui m'a le plus touchée, c'est quand on a été voir les choristes. Oui. La pièce, en fait, la comédie musicale. Miliane était très très ému parce que c'est un petit garçon qui est très sensible et en fait il pleurait en fait en regardant les enfants chanter. C'était vraiment très très émouvant. J'en garde vraiment un très très beau souvenir. C'était vraiment génial ce moment-là. Oui, une pièce avec Louis Barcelona dedans, qui est excellent. Oui, oui. C'est ça. Oui. Voilà, non, franchement, c'était excellent. Les décors étaient incroyables. Les enfants étaient vraiment sensationnels. La pièce, on en garde vraiment un très très beau souvenir. Là, pour le coup, ça a été très émouvant, très beau. Vraiment génial. Alors, Adeline Goyot, quels sont les styles de livres qui plaisent à Miliane, justement? Parce qu'il a 9 ans, donc oui. C'est presque un ado, hein, c'est ça, en 9 ans. Hein. C'est ça, exactement. En fait, quand il était plus petit, c'était plus du roman illustré. Voilà, on était sur du grand classique finalement. Et puis en grandissant, il s'est plus orienté sur les BD. Il adore vraiment les BD et les mangas aussi. C'est vraiment son truc. Et puis là, depuis quelques temps, il a lu un très joli roman en fait à l'école qui l'a beaucoup touché, qui s'appelle L'Enfant Océan. Et en fait, hier, en allant dans une librairie dans le sud, on a découvert l'adaptation BD en fait de ce roman-là. Donc ça a été tout de suite un coup de foudre. On l'a tout de suite pris. Il arrête pas de le lire en fait depuis hier. Donc vraiment, le format BD, c'est son grand truc. Je pense que c'est un format qui lui plaît vraiment beaucoup. Alors, vous postez régulièrement sur Instagram? Oui, j'essaye. J'essaye d'alimenter au mieux pour pouvoir. Alors après, ça va être de la découverte, des sorties, des idées de livres, choses comme ça. Puis après, ça va être d'autres posts aussi peut-être plus personnels. Parce que je me rends compte que finalement, mes abonnés aiment beaucoup aussi avoir quelques petits posts un peu plus personnels. Je pense que ça leur permet d'en découvrir un peu plus sur nous, sur ma famille, et d'avoir des échanges plus intimes finalement entre nous pour se découvrir davantage. Est-ce qu'il y a un compte que vous suivez et que vous souhaiteriez mettre à l'honneur? Alors dernièrement, j'ai découvert depuis quelques semaines un compte que j'adore suivre qui s'appelle Lama Libraire. C'est Valentine en fait qui était une ancienne libraire et qui partage énormément elle adore en fait la littérature jeunesse, donc elle partage beaucoup de ses lectures et c'est quelqu'un de très très drôle et qui est très ouvert d'esprit, donc pour le coup on peut avoir énormément d'échanges avec elle sur des choses qui peuvent aller en fait au niveau de la littérature jeunesse et des choses aussi qui sont plutôt un peu scandaleuses finalement. Même dans le milieu littéraire, il y a des choses qui sont publiées qui peuvent être sujets à débat. Pour terminer, quels sont les styles de photos que vous publiez? Alors, ça va être plus des photos sur des livres, vraiment sur de la recommandation, ou alors des mises en situation dans nos sorties qu'on peut faire avec Miliane. Ou sinon, ça va être des photos avec lui et moi, ou de notre famille. Très bien. En tout cas, j'invite nos auditeurs à découvrir votre blog et votre compte Instagram, Les Petits Cultivés. Merci Adeline Goyot. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée. En tout cas, voilà encore une belle découverte. Votre émission Que faire des mômes se poursuit avec mon prochain invité, Xavier Figeac. Bonjour Xavier Figeac. Bonjour Eric. Alors vous êtes le créateur de l'Escape Game, le secret des Templiers, un nouvel espace game grandeur nature au château de Sarcheville à Bouville dans l'Essonne. Xavier Figeac, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un Escape Game ? Alors un escape game, c'est tout simplement un jeu. Traditionnellement, un escape game se passe dans une seule pièce, un jeu de recherche d'énigmes. On a une thématique et on recherche en fait souvent, je dirais, des points, des trésors, des choses comme ça. Et notre particularité de notre jeu, en fait, c'est que c'est un escape game grandeur nature, c'est-à-dire que c'est dans un vrai site. On n'est pas dans une pièce, on est dans un vrai château médiéval qui a été entièrement restauré et qui fait 6000 mètres carrés, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une pièce, on est vraiment dans le décor naturel du château
et dans le parc de 20 hectares. Alors quelques mots sur le château de Sarcheville où se déroule l'attraction. Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Alors, on est tombé un petit peu sur ce château un peu par hasard et on a vraiment craqué sur ce château pour cette histoire, pour 3 raisons. La première chose, c'est qu'il a été construit en 1250, à l'époque médiévale, par Hugues de Bouville, qui était en fait chambellan, secrétaire du roi de France, Philippe le Bel. Et il faut savoir que Philippe le Bel a fait éradiquer les Templiers, puisque notre escape game s'appelle Le Secret des Templiers. Et Hugues de Bouville a très bien pu faire partie des Templiers, puisque le trésor des Templiers n'a jamais été retrouvé, puisque Philippe le Bel, les proches des Templiers, je dirais, avaient fait partir ce trésor avant que Philippe le Bel puisse le récupérer. Pourquoi ce château ? Bien parce qu'il est médiéval et ensuite il a été restauré par un grand producteur qui s'appelle Jean Chalopin, producteur de films dans les années 80 parce qu'il avait été laissé à l'abandon, je dirais au début du XXe siècle. Et en fait, il a été restauré entièrement avec goût et dans l'authenticité médiévale. Donc Jean Chalopin, c'est un producteur de films français qui a notamment écrit L'Inspecteur Gadget. Ah oui. Donc oui. La bande dessinée qui est devenue ensuite dessin animé. Et en fait, il a eu l'idée de récupérer ce château et de le refaire à l'imaginaire du médiéval, mais également en ayant un côté moderne. Et la particularité de ce château, c'est-à-dire beaucoup de châteaux médiévaux, eh bien, il n'y a plus rien dans les pièces où sont restaurés uniquement au niveau des pierres, alors que là, il est vraiment restauré également au niveau de l'intérieur, mais au niveau des meubles. Donc, on se retrouve vraiment dans un décor naturel incroyable. Et quand on a visité ce château, moi, j'ai eu tout de suite l'idée de dire, mais c'est ici qu'il faut que ce jeu se fasse et soit réalisé, parce que du coup, l'avantage du jeu, c'est que non seulement vous avez le jeu, mais vous avez la visite du château et la découverte de ces pièces vraiment exceptionnelles. Oui, en tout cas, c'est une belle idée. Parlons à présent du jeu. Alors, que vont pouvoir découvrir les participants ? Alors, les participants vont chercher le trésor des Templiers, donc Hugues de Bouville l'ayant caché probablement au sein de son château, c'est-à-dire qu'on n'en est pas sûr. On rentre dans le jeu tout simplement dans un film, parce que tout le monde ne connaît pas les Templiers, donc le film qui dure 5 minutes va montrer un petit peu justement l'éradication des Templiers, comment c'est arrivé, à quelle époque et ce que l'on cherche. Et ensuite, ils vont partir à la recherche de 16 énigmes qui vont leur donner des points qui vont leur permettre de trouver si le trésor est dans le château ou pas. La particularité aussi de ce jeu, c'est qu'on a bien sûr le jeu, donc la recherche. Vous êtes muni d'un téléphone portable, donc dans votre téléphone portable, vous avez un petit programme qui permet d'avoir les énigmes. Vous êtes encadré par un maître du jeu, parce que le château est très grand, donc sinon vous allez vous perdre rapidement. Donc le maître du jeu vous permet de vous aiguiller, mais surtout le maître du jeu est là pour vous donner également des anecdotes, c'est-à-dire que chaque recherche va vous donner une chose et un lieu, et cette chose est d'origine médiévale. C'est-à-dire que vous allez trouver quelque chose dans la boulangerie, quelque chose dans la prison, quelque chose dans l'église, parce que le château a une vraie église. D'accord. Et donc, ce quelque chose a un rapport avec le médiéval, et en fait, vous avez une notion culturelle. Au travers des 16 énigmes, vous découvrez un petit peu comment on vivait à l'époque et quels étaient les accessoires qu'on utilisait à l'époque. Alors, il faut donc résoudre 11 énigmes sur une durée de 2 heures. C'est ça, 2h, 2h30, entre 11 et 16 énigmes. C'est adaptable. Alors, pourquoi c'est adaptable ? Tout simplement parce que l'escape game, si on le fait en totalité, fait 6 km. Et donc, on a certaines catégories de personnes qui ne peuvent pas faire 6 km, donc on peut la réduire un petit peu. Je pense notamment aux personnes âgées, d'ailleurs, qui sont très intéressées par ce jeu. Alors, combien y a-t-il d'épreuves et en quoi consiste-t-elle ? Alors, il y a 16 épreuves. En fait, vous cherchez un écusson, un blason, qui a été refait entièrement pour l'occasion, qui est brodé normalement à la main, mais je vous cache pas que depuis le Covid, il est plutôt en plastique, puisque c'est quelque chose que les gens vont toucher. Donc, on doit pouvoir désinfecter. On a été obligé de refaire le parcours à cause de la distanciation sociale. C'est distanciation, distanciation du Covid. Oui. Mais donc, ils vont chercher un blason qui va leur donner une chose médiévale. Donc, vous allez rechercher un calice, qui était la coupe dans lequel vous aviez le sang du Christ. Vous allez rechercher un patène, vous allez rechercher une vouche. Vous allez découvrir ce que sont tous ces accessoires. Une vouche est un accessoire de combat. Et en fait, sur ces accessoires, vous allez pouvoir trouver des petits numéros. Ces numéros vont se cumuler et vont permettre d'ouvrir un coffre ou pas. C'est-à-dire que si vous trouvez pas les bons numéros, que vous ne résolvez pas les bonnes énigmes, eh bien, vous n'avez pas forcément le code pour accéder à la pièce où se trouve peut-être le trésor, puisque on dit pas qu'il y a un trésor, on dit qu'il y a peut-être un trésor et qu'il faut partir à la recherche. Oui, parce que le but est d'arriver à accéder au trésor, c'est ça le but en tout cas. Exactement, le but c'est d'arriver à accéder au trésor, on passe par l'église, on passe par la boulangerie, on passe par la cave,
Dans la cave, vous découvrez par exemple Hippocrate, qui était le vin médiéval de l'époque, et à la fin, on fait une petite dégustation d'Hippocrate pour les gens qui le souhaitent. Donc vraiment, il y a un côté très jeu, mais très culturel également. Qu'est-ce que gagnent les participants? Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner? Alors, il y a quelque chose à gagner. On offre des lots, par exemple une bouteille d'Hippocrate. On peut offrir également une visite plus approfondie du château. Le dernier escape game, on a offert un baptême de l'air, en fait, un vol en avion qui permettait de pouvoir faire le tour du château en avion. Voilà, pour le participant, ça dépend un peu des sessions et ça dépend un petit peu, du nombre de personnes qu'on a le jour de l'escape game. C'est sur réservation, c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas tous les jours parce que on implante tous les accessoires au sein du château. C'est pas des accessoires qui restent dans le château. Alors, pour les enfants, à partir de quel âge ils peuvent participer? À partir de 12 ans, c'est bien. On a par contre une institutrice qui a fait l'escape game et qui veut qu'on crée une mouture spéciale pour les écoles parce qu'elle trouve que justement, on peut, alors là, plus petite, 8 énigmes seulement, mais on pourrait découvrir le château et surtout le Moyen-Âge autrement. Xavier Figeac, Le Secret des Templiers, le nouvel escape game grandeur nature, c'est l'attraction à faire en famille au château de Sarcheville à Bouville dans l'Essonne. Merci Xavier Figeac. Merci Eric, à très bientôt. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, Xavier Figeac m'a vraiment donné envie de tenter l'aventure. Vous écoutez Que faire des mômes, j'en suis sûr que vous en avez tous rêvé. Eh bien, moi, je l'ai fait. J'ai rencontré, et pour la deuxième fois, Petit Ours Brun, mais aussi la productrice du spectacle et le metteur en scène Ned Grugic. Bonjour Nadège. Bonjour. Alors après le triomphe de Petit Ours Brun au théâtre, les enfants peuvent à présent retrouver leur héros préféré au cinéma. Comment est née cette aventure de Petit Ours Brun, le spectacle et puis maintenant le film? Alors Petit Ours Brun, le spectacle est né d'une envie d'un des producteurs qui avait un enfant et qui voulait lui offrir ce spectacle. On l'a monté comme ça. Pendant 5 ans, on l'a fait évoluer, on l'a fait changer, on a changé de salle, on a joué dans des salles plus grandes et pour notre plus grand bonheur. Et bon, évidemment, là, tout s'est arrêté et vraiment, je cherchais une solution pour que ça ne s'arrête pas. Et là, en l'occurrence, à part le cinéma, j'avais pas vraiment d'autre idée pour garder ce rapport scène-salle avec l'enfant. Donc voilà. Alors moi, j'ai été très étonné de l'interactivité. C'est-à-dire que même au cinéma, les enfants ont participé, ils ont chanté et ils ont applaudi à la fin aussi sur les chansons. Oui, c'est ça. En fait, on a quand même changé quelques petites choses. On a créé des pastilles, on a créé une interaction justement avec l'enfant parce que c'est pas évident, c'est des petits enfants et se retrouver comme ça devant un écran de cinéma quand on a 3 ans, garder 1 heure d'attention, c'est pas évident. Donc on a réfléchi à justement mettre des petites choses pour que les ours parlent aux enfants, pour que les enfants réagissent, pour qu'ils se sentent acteurs eux-mêmes du spectacle et ça fonctionne très très bien, j'en suis très heureuse. Alors je vais rejoindre sans plus attendre Ned Grugic, le metteur en scène du spectacle. Merci Nadège. Merci à vous. Bonjour Ned Grugic. Bonjour. Alors, quelle aventure extraordinaire. Est-ce que lorsque nous nous sommes vus il y a quelques mois pour Petit Ours Brun, le spectacle, vous auriez pu imaginer voir votre travail de metteur en scène sur grand écran? Ah non, pas du tout, j'avais pas du tout envisagé ça et pour moi c'était plus pour le Metropolitan Opera ou la Comédie Française que voir ce spectacle qui m'est très très cher arriver sur grand écran. Donc oui, c'est une très très heureuse surprise et une vraie fierté. Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir visionné le film, vous vous êtes dit, tiens, cette scène-là, j'aurais dû l'imaginer comme ça, ou comme cela? Non, je trouve que le film, la réalisation de Frédéric Petitjean rend vraiment justice au spectacle. Je trouve que c'est tout à fait respecté, le rythme, l'esthétique, les contrastes. Non, j'aurais pas pu mieux rêver, franchement. Alors, Ned Grugic, là, je m'adresse au metteur en scène. Comment on dirige Petit Ours? On dirige Petit Ours en cherchant, puisant dans son enfance, en fait, hein, et dans l'enfant qu'on est, ou qu'on a été, mais qu'on est toujours souvent, hein, qu'on enfouit parfois. Donc voilà, et puis avec des comédiens et des comédiennes qui ont le même délire, la même fantaisie et le même amour de l'enfance, en fait. Alors au cours de ces aventures, Petit Ours Brun joue toute une palette d'émotions. Comment êtes-vous arrivé à lui faire retranscrire cette émotion sur scène? C'est pas évident parce que c'est un personnage. En fait, c'est les situations théâtrales. En fait, on a avec les 2 autrices du livret
on a vraiment travaillé sur la retranscription en fait des émotions qu'il y a dans les petits livres de Daniel Bourg, et puis on les a mis en situation, donc la situation de la peur avec la cabane dans la forêt, la situation de petit ours qui voudrait voler le bateau de papa mais qui n'y arrive pas, qui se casse la figure, alors les parents viennent le gronder, ou toutes ces choses-là, l'amour, l'affection qu'il a pour sa maman, voilà, dans une situation aussi comme ça de refuge. Voilà, c'est vraiment les situations théâtrales qui sont les situations de la vie aussi, hein. Voilà, on met en situation et Petit Ours Brun éprouve tous ces sentiments. Alors Ned Grugic, si vous deviez choisir une émotion qui définit Petit Ours Brun, quelle serait-elle ? La joie de l'enfance, en fait, moi je dirais. La joie de l'enfance avec tout ce qu'elle a de nostalgique aussi pour nous adultes, et puis avec toute la connexion qui peut se faire entre Petit Ours Brun et les enfants, en fait. C'est vraiment cette chose-là. On voit les enfants sortir de Petit Ours Brun avec cette espèce de grand bonheur de l'avoir rencontré et d'avoir pu mettre en perspective leurs propres émotions. Ned Grugic, j'aperçois Petit Ours Brun au loin. Sans plus attendre, je vais le rejoindre. Merci Ned Grugic. Écoutez, merci à vous en tout cas. Bonjour Petit Ours Brun. Bonjour. Alors tu as été applaudi par plus de 100 000 spectateurs lors du spectacle Petit Ours Brun, qui a notamment reçu le prix de la meilleure comédie musicale jeune public en 2017. Et maintenant tu arrives au cinéma partout en France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Est-ce que te voir sur grand écran au cinéma faisait partie de tes rêves de Petit Ours ? Ça faisait partie de mes plus grands rêves. Maintenant, tous mes copains ils peuvent venir me voir partout dans la France. Et en plus, on peut quand même se parler. Donc je suis trop content. Petit Ours Brun avec ta cousine Grand Ours Rousse, vous avez très envie de grandir. Mais pourquoi cette envie de grandir ? Parce que moi, je voulais tout faire tout seul. Je voulais grimper dans les arbres et puis je voulais attraper des bateaux. Et c'est pour ça que je voulais être grand comme une grande personne. Alors dans le spectacle et puis maintenant dans le film, tu vis toute une palette d'émotions au cours de tes aventures, la joie, la colère, le plaisir, la peur. Petit Ours Brun, qu'est-ce qui peut te rendre heureux ? Moi, ce qui me rend heureux, c'est quand je fais des câlins avec ma maman et puis aussi quand je regarde les étoiles avec papa. Qu'est-ce qui peut te rendre en colère ? C'est quand Grand Ours Rousse a dit que je suis un bébé. Qu'est-ce qui peut te faire plaisir ? C'est manger du gâteau. C'est quand Nounou a fait des surprises. Alors Petit Ours Brun, à l'occasion de l'avant-première du film, tu as pu rencontrer beaucoup d'enfants. J'ai vu des enfants te parler. Qu'est-ce qu'ils te disaient ? Est-ce qu'ils te disaient qu'ils t'aimaient beaucoup, qu'ils avaient aimé le spectacle et le film ? Des fois, il y en a, ils me disent des secrets, ils me racontent leurs bêtises. Et il y en a, ils sont venus me voir au spectacle et là, j'étais trop contente de les revoir pendant le film. C'était trop bien. Merci Petit Ours Brun. Merci à vous. Bisous. Il est trop mignon, ce Petit Ours Brun. Bref, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Bye bye.